Bonjour à tous, mon nom est Dr Yves Tremblay de l'Université Laval. Bienvenue à notre cycle de visioconférences dans le cadre de la pandémie COVID-19. Aujourd'hui, je suis particulièrement très heureux parce que l'Université Laval est à l'honneur. En effet, on a 3 conférenciers de renom international qui vont nous parler de la prise de décision dans le contexte de la COVID, et aussi la prise de décision dans son approche un petit peu plus large. La première conférencière, c'est une spécialiste, c'est une médecin de famille et aussi une spécialiste dans la recherche, à savoir comment engager les patients dans une prise de décision en santé. Elle est à l'Université Laval, elle est titulaire de la chaire de recherche de niveau 1 sur la décision partagée et l'application des connaissances et elle est rattachée avec le département de médecine familiale et de médecine d'urgence. Donc, sans plus tarder, je lui passe la parole. Docteur Légaré, la parole est à vous. Oui, bonjour Dr Tremblay, bonjour mes collègues ici à l'Université Laval, puis bonjour tout le monde, où vous soyez. Je suis immensément honorée et heureuse de contribuer à cette session. C'est important pour moi aussi de me, bouger dans la francophonie internationale, donc extrêmement honorée et heureuse. Donc, merci à tous ceux qui ont envisagé de m'inviter. Je pense au Dr Boulay, mon collègue, Dr Tremblay et aussi Dr Dogba. Donc, le sujet que je vais aborder, comme disait Dr Tremblay, c'est la prise de décision en contexte, on va dire, clinique. Je suis une clinicienne, un médecin de première ligne. Je suis toujours déployée, d'ailleurs encore plus en temps de COVID. Et donc, je vais mettre la table pour une approche un peu plus globale, puisque par la suite, mes collègues, Dr Boulay, vont aborder les prises de décision avec les patients et les patientes dans le contexte un peu plus précis du COVID. Et ma collègue, Dr Dogba, va aussi pouvoir aborder la pertinence de ceci dans des contextes de pays à faible et moyen revenu. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ce que j'ai discuté avec les gens qui sont ici avec nous pour soutenir l'effort, c'était les buts là, que je vais me fixer pour le temps imparti. Donc, à la fin de cette présentation, je souhaiterais que le participant et la participante soient en mesure de présenter une définition de la prise de décision partagée dans leurs propres mots, faire part de la pertinence de celle-ci dans nos sociétés et encore si on pense à la pandémie dans laquelle nous rencontrons de nombreux défis, et identifier des stratégies d'intégration de cette approche-là de prise de décision dans les pratiques cliniques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je voulais ici mettre sur pied, ou en fait mettre en lumière que, là, c'est bien avant la COVID, mais même en temps de COVID, comme je dis, je suis déployée sur les plateformes de première ligne. Donc, même en temps de COVID, on voit des patients et des patientes qui n'ont pas nécessairement une raison de consulter pour symptomatologie de COVID. Il y a encore des dames qui sont enceintes, des personnes qui souffrent d'une pathologie qui nécessiterait une antibiothérapie, etc. Mais ici, c'était pour vous dire que tous les matins, puis ça me frappe, quand on rouvre les journaux, on regarde un peu ce qui se passe dans notre monde, on voit des titres qui nous rappellent à l'esprit qu'on est toujours face à prendre des décisions, en fait, plus souvent qu'autrement. Donc, est-ce qu'on doit prendre des antibiotiques? C'est quand même, je vous dirais qu'en première ligne, la première raison de consultation en Amérique du Nord, ce sont des gens qui viennent nous voir pour des problèmes d'infection des voies respiratoires supérieures. Donc, c'est très, très fréquent. La notion aussi de dépistage, ici dans ce contexte-ci, on parlait de la mammographie, mais il y en a plusieurs autres, comme vous savez. Un sujet très important puis qui a explosé pendant le temps de la COVID, c'est lorsqu'on avance en âge et qu'on perd de l'autonomie pour soi-même ou pour ceux qu'on aime, quelle est la meilleure option pour s'héberger? Est-ce que c'est des milieux de vie fermés sur eux-mêmes ou des milieux de vie
disons, qu'on connaît mieux, mais avec des soins à domicile. Et enfin, un grand débat ici au Canada, qui est l'aide médicale à mourir. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas du tout rare qu'on fait face à des choix ou à des prises de décision qui touchent notre santé et notre bien-être. Prochaine diapo. Donc, je voulais quand même vous dire que, oui, moi, je suis une clinicienne, je suis un médecin de famille en contexte réel depuis 1990, mais mes activités de recherche sont vraiment nourries par ce que j'ai rencontré en clinique et qui m'ont amené à me former pour y associer des activités de recherche. Et donc, la chaire que je détiens depuis maintenant 2006 vise à fournir aux professionnels de la santé et aux patients-patientes les compétences et outils nécessaires pour promouvoir et mettre à l'échelle la prise de décision partagée tout au long du continuum de soins, bien que personnellement, je suis dans un milieu dit de soins de première ligne. Prochaine diapo. Donc, la définition de la prise de décision partagée, si on la veut un peu plus littéraire, c'est important, c'est un processus. Donc, la décision partagée, la prise de décision partagée, vous ne pouvez pas en prendre une photo. C'est un processus, donc il y a une notion de processus par lequel les professionnels de la santé, et maintenant on l'explose à l'ensemble des personnes qui dispensent des soins aux personnes qui consultent, et j'irais même au-delà de professionnels. On a plusieurs soignants, soignantes qui ne font pas partie d'une profession. Et les patients, les patientes, donc les gens qui viennent chercher des services, des soins, pour qu'ils prennent ensemble une décision éclairée. Ça veut dire quoi? Il y a le pilier des données probantes, puis je crois que dans une période un peu chaotique comme celle dans laquelle nous sommes, on a aussi fait part de la désinformation, donc la notion de données probantes, le rôle de la science, des données issues de la recherche, donc c'est un pilier important. Mais ce n'est pas le seul, puisque, comme plusieurs d'entre nous le reconnaissons, les données probantes, les résultats issus de la recherche, de façon inhérente, contiennent une part d'incertitude, de risque, d'aspects probabilistiques. Souvent, dans plusieurs situations, il y a des options qui sont possibles, chacune avec des bons et mauvais côtés. Donc, vient s'attacher un autre pilier essentiel de la prise de décision partagée, qui est celui de prendre en considération les valeurs et les préférences des patients et des patientes. Donc, leur contexte unique, qu'est-ce qu'ils veulent privilégier en termes d'issues possibles avec des traitements ou même des démarches de diagnostic. Et ça, c'est vraiment, et je trouve intéressant, je discutais avec Dr. Boulay, qui a une très grande culture plus tôt ce matin, mais c'est toute la notion de la raison, en fait, d'un aspect plus cognitif avec un aspect plus affectif de cette notion d'autres dimensions de l'humain qui prend des décisions. Et donc, ça ne peut pas être que les résultats issus de la recherche qui soient que pris en connaissance, d'autant plus que aussi il y a des contextes culturels dans lesquels vont être, on va dire, modulables les valeurs et les préférences. Donc, c'est deux très grands piliers qu'il ne faut jamais sous-estimer. Prochaine diapo. Ça s'est inscrit dans une historique. Je ne dirais pas qu'elle est longue, parce que dans l'histoire humaine, elle est courte, mais quand même, il y a plusieurs années, où on a, dans le passé, commencé à émettre l'hypothèse qu'il y avait, de façon plus prépondérante dans le domaine de la santé, un modèle dit paternaliste ou maternaliste, là, le modèle de l'expert, où le rôle du médecin ou de la personne qui détient une expertise en santé, là, un professionnel formé en tant que tel, est actif, présente l'information, prend la décision, alors que la personne qui vient chercher un conseil, un soin, un service est plutôt passive et accepte cette décision-là. Donc, elle remet complètement à l'expert la prise de décision. Puis à l'autre extrême, ce qui aussi est un extrême et que je souligne souvent n'est pas dans le fond souhaité non plus par la majorité de la population, c'est un modèle extrême du consommateur de soins. Angela Coulter,
au Royaume-Uni en a beaucoup fait part. C'est là où, au contraire, l'intervenant en santé, le médecin est passif. Oui, il présente l'information, mais le patient arrive, il reçoit, il la juge et dans le fond, il prend la décision. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment un modèle complètement, on va dire, un extrême. Puis j'aime rappeler quand je suis en compagnie des résidents-résidentes en médecine familiale que l'on forme des exemples concrets. Et puis, parce que des fois, on peut penser là, que c'est ça la décision partagée. D'ailleurs, c'est une des opinions qui est fausse, qui est fréquemment rencontrée dans le milieu de la santé. Mais je raconte que, par exemple, un patient est déjà venu me rencontrer en première ligne, un jeune homme qui faisait de l'haltérophilie et qui voulait que je lui prescrive des stéroïdes anabolisants pour promouvoir sa masse musculaire. Ben, ça, c'est le modèle du consommateur, mais complètement pas bien informé parce que c'est illégal. Donc, on ne rentre pas dans un modèle de prise de décision partagée dans une telle situation. Donc, c'est vraiment des fois des extrêmes qu'on rencontre, puis il faut être capable de les départager. Et au sein, ou plutôt, on va dire dans un certain milieu, là, dans un espace entre ces extrêmes-là, ce qui a été réfléchi ou pensé, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un mitoyen? Donc, de reconnaître au professionnel de la santé une formation, une expertise issue de plusieurs années de scolarité, puis ça, les patients le reconnaissent, et qui va amener en effet tout un processus, puis de l'information, mais du côté du patient ou de l'usager, usagère qui va chercher des soins, ben c'est la personne qui est dans son expertise de contextualisation, qu'est-ce qui est important, comment suivra une issue qui pourrait arriver suite à un traitement, etc. Et donc, c'est la rencontre de ces deux mondes-là, une certaine négociation, puis un consensus qu'on souhaite se prendre suite au processus. Prochaine diapo. Donc, c'est aussi de reconnaître, est-ce que peut-être, en fait, pour moi, c'était une révélation. Je le répète, moi, je suis une clinicienne qui a commencé à pratiquer en 1990. Je pratique toujours. J'ai réaugmenté mon nombre d'heures en clinique dû à la COVID. Et donc c'est cette notion-là qui n'est pas simple des fois à présenter puis à enseigner. Il y a des travaux là-dessus, même en enseignement, de la nature probabilistique de la donnée probante, de ce qu'on peut comprendre d'une donnée de la recherche. On le voit bien aussi là, avec tout ce qui circule ces temps-ci, avec les traitements pour la COVID. Donc, ici, j'aime bien rapporter, parce que ce n'est pas encore des idées non plus nouvelles, elles ne sont pas de moi, mais absolument pas, où les gens nous rappelaient que souvent, quand on fait des revues systématiques, où on ramasse l'ensemble d'une littérature scientifique là, sur un même sujet, donc une revue systématique de la littérature, ben, la plupart du temps, on va peut-être pour plusieurs, on va dire, traitements en santé, établir qu'elles sont bénéfiques. Puis c'est à peu près dans 11% des cas. L'autre extrême serait que pour 3%, au contraire, elles ne le seraient pas, elles ne devraient même pas circuler. Mais le reste du temps, là, je n'irai pas dans les détails, mais c'est du gris. Puis même, je dirais qu'une des portions de la tarte qui avait tendance à grandir dans les dernières années, c'était celle-là de « on ne le sait pas ». C'est-à-dire, il y a tellement d'études parfois que vous le savez, il y en a une partie qui dit ça marche, il y en a une partie qui dit ça ne marche pas. On pense aux synthèses faites par la collaboration Cochrane et au fin du compte, on va dire, ben, écoutez, on est capable d'aller d'un côté ou de l'autre. Et je mentionne souvent que c'est une des raisons pourquoi les cliniciens n'aiment pas les revues Cochrane, ou en tout cas n'ont pas tendance à beaucoup les apprécier, parce que souvent, c'est ce qu'on est obligé de dire franchement. Donc, on est vraiment des experts quand on est en milieu clinique de prise de décision avec les patients et les patientes en contexte d'incertitude. On continue, s'il vous plaît. Donc, moi, je voulais quand même aussi dire, quand les gens viennent et disent, écoutez, nous, on fait ça. Souvent, quand je rencontre des équipes cliniques, on va avoir la perception, ben écoute, c'est ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on travaille, on a été formé comme ça, c'est important, on demande aux gens ce qu'ils en pensent, etc. Mais ça, c'est une perception qu'ont les équipes cliniques. Et donc, quand on demande aux Canadiens ou aux Canadiennes, on a mené avec la firme d'enquête et de sondage léger une enquête il y a maintenant de ça 2-3 ans déjà. Eh bien, quand on leur demande est-ce que
vous avez le sentiment, quand vous rencontrez un professionnel de la santé, on n'avait pas spécifié médecin, mais un professionnel de la santé, avoir le sentiment que vous avez eu une discussion, vous a présenté une discussion par rapport au choix qui était sur la table. Est-ce qu'on vous a parlé des avantages, des avantages? Est-ce qu'on vous a interrogé sur ce qui est important pour vous, sur votre option préférée? Bien, comme vous voyez, la plupart du temps, c'est moins que 50% de gens qui vont répondre oui, ça s'est pas mal passé comme ça. Tout ça est publié si vous voulez voir les détails. Puis le message principal qui est tout le temps capturé quand c'est fait dans d'autres pays ou ailleurs ou d'autres contextes où les patients, patientes ou les citoyens, citoyennes, les usagers, usagères ne se sentent mais vraiment pas, on va dire, invités à faire une action précise, c'est celle-là d'être interrogés sur ce qui est important pour eux. Fait que s'il y a un message à retenir, c'est vraiment là qu'il y a encore peut-être un peu plus de travail à faire que parfois de donner des résultats scientifiques ou des données probantes. Ils ne se sentent pas qu'on les invite à dire « ouais, ça serait important pour moi d'éviter ceci » ou au contraire de maximiser cela. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je voulais mentionner, ma collègue Dr. Dogba en parlera beaucoup plus, mais sachant qu'on couvrait un monde beaucoup plus grand que celui-là dans lequel je me situe ce matin. D'ailleurs, dans la ville de Québec ce matin, il y a, je pense, 2 pieds de neige, là, je regarde par la fenêtre, mais de dire que c'est quelque chose aussi qui peut être perçu tout à fait pertinent pour d'autres contextes. Ici, on a un groupe de collègues étudiants qui ont fait le point pour l'Afrique de l'Ouest il y a quelques années. Prochaine diapo. Donc, comment intégrer la prise de décision partagée si jusqu'à maintenant, ça a suscité votre intérêt? Donc, premièrement, la première chose, puisque encore là, c'est absolument un élément qui est manquant dans beaucoup de rencontres cliniques, c'est de préciser le point de décision. Ça veut dire, est-ce qu'on est en mesure de dire clairement, voici le point où on doit aller soit à gauche, à droite, ou s'il y a plusieurs options. Donc ça, c'est souvent sous-estimé, ce n'est pas présenté clairement, donc première chose à faire. Et d'aborder l'information, donc les options sur la table. Parfois, on oublie souvent celle qui est de s'abstenir ou d'observation prudente. Qu'est-ce qui est important pour le patient, la patiente, les proches? Est-ce que la personne est soutenue, se sent de la pression indue et aussi quel rôle elle souhaite jouer? Après ça, bien sûr, de prendre une décision et d'établir un plan d'action. Prochaine diapo. Avoir recours à des outils d'aide à la décision. Donc, ce que je disais, il y a le fait de bien cibler c'était quoi la décision à prendre, les options sur la table avec les éléments qui ont été mentionnés. Deuxième chose qu'on sait qui est efficace pour amener ça dans la pratique auprès des patients, ce sont les outils d'aide à la décision qui se distinguent de ce qu'on appelle des documents d'information. Ils ne remplacent pas le professionnel de la santé, mais ils supportent le processus de décision partagée. Prochaine diapo. Si vous avez des doutes sur l'impact des bénéfices et autres des outils d'aide à la décision, je vous invite à revoir la revue systématique qui est publiée par, comme premier auteur Dan Stacy, facile à trouver, une revue Cochrane. Essentiellement, on documente que les patients-patientes qui sont exposés dans le cadre de la rencontre clinique ou même à l'extérieur des outils d'aide à la décision prennent des choix qui sont beaucoup plus éclairés, ils ont des meilleures connaissances, ça fait le lien avec ce qui est important pour eux. Ils ont beaucoup moins aussi ils ont beaucoup plus d'attentes réalistes, donc le traitement pourrait ne pas marcher, ils vont mieux saisir ce que ça veut dire si c'est le cas. Et c'est aussi quelque chose qui actuellement a beaucoup attiré l'attention des décideurs au niveau de politique publique, puisque ça augmente le recours à des options qu'on sait être efficaces selon les données probantes, mais pas assez utilisées, dans le cadre, entre autres, du diabète. Mais ça fait aussi un effet qui est recherché présentement dans un espace où est-ce que les ressources sont de plus en plus contraintes là, en santé. Donc, de réduire, pas d'annuler complètement, mais de réduire le recours à des options qui ne sont pas démontrées fortement plus efficaces et qui ont aussi des effets délétères. Alors, les gens y voient un peu plus clair et donc, on a une stratégie si efficace de peut-être réduire de la surutilisation. Prochaine diapo.
J'ai voulu démontrer ici un squelette d'un outil d'aide à la décision que j'appelle, en fait, qui est nommé le guide personnel d'aide à la décision. Vous pouvez retrouver sur un site à l'Université d'Ottawa, je le mentionnerai dans une diapo. Essentiellement, en haut à gauche, c'est quoi la décision? Essentiellement, après ça, les options dans un cadre d'une balance pour pouvoir bien peser les pour et les contre. Une notion de qu'est-ce qui est important pour vous, le soutien. En haut à droite, le dépistage de ce qu'on appelle être confortable avec la décision, puis après ça, les plans d'action. Donc ça, c'est une structure de base, le squelette sur lequel, après ça, la plupart des outils, qu'ils soient créés à Taïwan ou même aux États-Unis, vont en gros respecter un tel squelette. Prochaine diapo. Ici, je voulais démontrer un outil d'aide à la décision qui a été produit par une entité provinciale au niveau du Québec. On appelle ça l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Essentiellement des gens qui produisent aussi des lignes directrices. C'est quelque chose d'un peu différent, mais dans lequel aussi maintenant, il y a de la production d'outils d'aide à la décision pour aider les cliniciens, les cliniciennes, les Québécois, les Québécoises à prendre des décisions éclairées en santé. Donc ici, ce sont un outil pour aider les gens à réfléchir. L'inventaire, c'est ça, fait que les diapos seront disponibles, mais vous voyez qu'on essaie de documenter visuellement ce qu'on appelle la notion de risque et de gain possible dans des options avec ou sans dépistage. Donc, c'est encore là, je voulais vous montrer un visuel parce que les outils tentent de aussi rendre très visuel et d'améliorer la communication de la notion de gain potentiel, bénéfice potentiel versus risque. Est-ce qu'il y aurait aussi des potentiels d'effets délétères? Prochaine diapo. Alors ici, j'ai voulu vous mettre où présentement, il y a le plus, à ma connaissance, grand répertoire des outils d'aide à la décision. C'est un groupe à Ottawa où j'ai eu le bonheur d'ailleurs d'être formée. Donc, je suis aussi détentrice d'une formation avec cette équipe-là. Dr. Annette O'Connor à l'époque qui était la détentrice d'une chaire de recherche sur les outils d'aide à la décision, on va le dire comme ça. Et donc, l'inventaire est là, puis autant pour des aspects d'outils qui seraient en français ou en anglais. C'est sûr qu'il y en a beaucoup moins en français, je vous l'accorde, mais tout de même. J'ai aussi mis complètement à gauche une notion qu'on voit apparaître de plus en plus, mais je laisserai mon collègue Dr. Boulan parler, des outils d'aide à la décision qui sont produits dans le cadre de décisions à prendre pour la COVID. Donc, tout est gratuit ici aussi, c'est-à-dire, vous cliquez, ils vont vous dire si l'outil existe, ils vont vous en donner une évaluation de sa qualité, mais puis s'il est disponible, en effet, gratuitement ou pas. Prochaine diapo. Ici, j'ai maintenant voulu terminer, ou presque terminer, en mentionnant que non seulement, bon, l'essentiel, c'est de vraiment mettre sur la table de façon claire qu'il y a des options, il y a des choix à faire. Comme je vous ai dit, ça, c'est souvent occulté. Deuxièmement, on a des outils avec lesquels on peut travailler, qu'on peut déployer auprès de nos cliniciens, cliniciennes, les patients, les patientes. Je vous les ai montrés, qui peuvent favoriser le processus de décision partagée. Puis les outils sont appréciés, pas assez tangibles, on peut les toucher. Mais l'autre chose avec laquelle j'aimerais amener aussi un élément là, de très grande importance, c'est qu'il faut aussi former nos équipes cliniques. Parce que malgré le fait de déployer des outils, souvent, ce qu'on peut observer, c'est que les outils peuvent être utilisés ou peuvent faire l'objet d'une utilisation qui ne va pas dans le sens de la décision partagée. Donc, comme c'est un processus, puis vous le savez, pour plusieurs d'entre vous, on parle quand même à des gens intéressés à l'éducation médicale. Si vous amenez des nouveaux outils en pratique, je pense à une lampe à fendre pour regarder le fond d'œil, bien, vous allez y associer une formation. Donc, si je mets l'insistance sur, il y a aussi la nécessité, et c'est aussi, ça renforce l'intégration de la décision partagée dans les pratiques cliniques, de la formation qui peut être faite. Puis sur le site de la chaire, on fait l'inventaire des formations existantes. Prochaine diapo. Ici,
c'était de mentionner que vous pouvez vérifier, dépister avec le patient, la patiente, s'il est confortable avec la décision. Ça va vous permettre aussi de réajuster en termes de est-ce qu'il manque de l'information, est-ce qu'il manque une réflexion sur ce qui est important pour lui. Prochaine diapo. Et cette notion-là de confort ou de conflit décisionnel, pourquoi je l'ai laissé dans la présentation, c'est lorsqu'on la présente au monde médical, il voit un intérêt non négligeable, puisque si on laisse sortir un patient d'un processus de décision, de l'absence d'un processus de décision, et qu'il n'a pas le sentiment qu'il était certain de son choix ou que l'information avait été présentée de façon balancée, adéquate, ou que ce n'est pas clair ce qu'il voulait lui maximiser, ses préférences et ses valeurs, vous pourriez vous ramasser avec quelqu'un que lorsqu'il va avoir l'expérience d'une issue délétère, va le regretter amèrement et pourrait éventuellement faire une plainte. Donc, il y a une notion ici qui nous rattrape dans le contexte de notre travail de clinicien-clinicienne. Prochaine diapo. Et les retombées, de façon très globale, quand vous regardez la littérature, c'est que ça s'inscrit dans le mouvement du consentement éclairé aux soins. Je le mentionne pour certains échanges que j'ai eu plus tôt ce matin, mais on a eu une étudiante à la maîtrise qui, par la suite, a fait son doctorat en droit de la santé à l'Université de Montréal, qui s'est intéressée à justement utiliser l'échelle de conflit décisionnel pour dépister les consentements éclairés des patients. Donc, c'est dans le standard du consentement éclairé aux soins. Ça renforce une approche axée, centrée sur le patient, la patiente, facilite la communication parce qu'il y a des aspects très visuels. On a même noté chez les cliniciens, les équipes cliniques, un niveau de satisfaction plus grand dans leur propre pratique, avec le sentiment de donner un traitement qui est plus optimal. Et il y a la notion d'optimisation des coûts de santé, puisqu'on met les ressources où il y a peut-être le plus de gains à y avoir et qui répondent aux attentes des patients. Prochaine diapo. Donc, je termine en vous remerciant infiniment, tout le monde, d'être encore présent, d'être au poste et de tenir le fort, comme on dit, dans une période exceptionnelle pour l'humanité. Ici, je voulais remercier l'équipe. On a une grande équipe de recherche et puis tous les travaux là, qui ont fait l'objet de la présentation là, sont issus de leur vraiment très grand labeur. Merci infiniment, puis bon courage tout le monde. Comme on dit souvent ici, on ne lâche pas. Bonne journée. Merci beaucoup, Dr. Légaré, de cette excellente présentation. Vous nous avez très bien défini ce qu'était la décision partagée. Vous avez très bien montré comment se structurait le processus de la décision partagée. Maintenant, je vais passer la parole à un autre clinicien, le docteur Louis-Philippe Boulet. Louis-Philippe Boulet, je pense qu'inutile de le présenter très longuement, tout le monde le connaît. Il est médecin pneumologue à l'IUCPQ, c'est-à-dire l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui est un des instituts affiliés à l'Université Laval. Sa renommée, elle est internationale, au-delà de 600 publications. Il est connu en Europe parce qu'il siège sur de nombreux comités à l'ERS, à l'ATS, au Canada, naturellement, au CTS. Il est aussi titulaire d'une chaire en transfert de connaissances en éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire, je m'excuse. Et tout récemment, j'apprenais que selon Expertscape, en 2019, le Dr Boulet est au 4e rang des experts internationaux en asthme, ce qui est tout à fait non négligeable, et second au Canada. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à notre confrère Louis-Philippe Boulet, qui va nous parler de la COVID-19 et la décision partagée en pneumologie. Là, je dois faire le partage. Si vous me donnez une petite seconde, je vais faire le partage. Partager. Louis-Philippe. Est-ce que vous voyez l'écran de partage? Oui, en tout petit. Oui, écoutez, je vais la mettre au bon format. Est-ce que comme ça va bien, Dr Boulet? Oui, ça va très bien, merci. Alors, on peut passer à l'écran, Yves. Je te remercie beaucoup. Je vais donc
Prochaine diapositive. Alors, je vais t'avertir aussitôt que je désire les changer. Je n'ai pas d'intérêt, de conflit d'intérêt pour cette présentation, à ma connaissance, quoique on est dans le bain, comme on dit, avec la COVID, donc on a toujours un certain intérêt, mais ce n'est pas un intérêt commercial ou autre. Alors, prochaine diapositive. Je vais aujourd'hui essayer de couvrir 3 thèmes principaux en quelques minutes, donc décrire le contexte de la pandémie pour le clinicien, en particulier le pneumologue, étant donné que notre spécialité est extrêmement impliquée dans une des principales conséquences de cette maladie, l'insuffisance respiratoire. Discuter de la décision partagée dans le contexte de la prévention, des différents traitements, de la vaccination et terminer par quelques éléments de réflexion et les conséquences physiques et psychiques de cette fameuse infection. Prochaine. Alors, écoutez, on sait tous qu'actuellement, l'univers ou la planète est encore très affectée par ce virus, le SARS-CoV-2. Près de 104 millions de cas, 2,5 millions de décès. Ça se compare en fait aux grandes épidémies, aux grandes pandémies que l'humanité a connues dans les derniers siècles, en fait, en quelque sorte. Et présentement, bien sûr, on a une chance inouïe d'avoir des vaccins qui fonctionnent bien. Les 2 problèmes, c'est qu'il se peut que les variants, parfois, ne soient pas aussi susceptibles d'être touchés par ces vaccins, quoique c'est rassurant pour l'instant pour la majorité. Et donc, les fameux variants nous inquiètent toujours un peu. Et bien sûr, la distribution internationale des vaccins est très importante, étant donné que c'est une maladie planétaire et que c'est un peu comme autrefois la variole. S'il reste des foyers de COVID à certains endroits, ça peut se répandre encore une fois sur la planète, particulièrement en développant des variants. Prochaine diapositive et l'autre. Alors, il y a énormément de défis en regard de la décision partagée pour ce qui est de la COVID pour le clinicien. Un de mes collègues, Dr. Carl Weiss, qu'on voit tous les jours à la télévision du Québec, nous dit, écoutez, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas et on en apprend tous les jours sur cette maladie, sur la contagiosité, sur les mesures préventives. C'est un processus d'apprentissage continuel et on est en train de construire un avion alors qu'elle est en plein vol. Alors, bien sûr, souvent les gens blâment les politiciens pour trop de mesures, pas assez de mesures préventives et autres, mais bien sûr, quand on regarde les décisions, en fait, ne sont pas toujours partagées là, pour nos politiciens, mais ils sont partagés surtout avec la santé publique. C'est pas toujours évident d'en prendre. Et on est dans une zone d'incertitude, d'acquisition rapide de connaissances. Les données probantes sont manquantes très souvent. Et autant pour les dirigeants de la santé que pour le clinicien à la clinique, on est souvent dans une zone d'incertitude. Alors, il faut vraiment moduler notre façon de parler aux patients. Prochaine diapositive. En communiquant, bien sûr, ces choses-là. Non seulement on doit essayer de donner le pour et le contre de certains comportements qu'on demande ou de certains traitements lorsqu'on parle à nos patients, mais il y a toute une foule d'influences extérieures qui vont affecter, en fait, la réponse du patient à ce qu'on lui recommande. Donc, bien sûr, pour nous, c'est une situation nouvelle et on exprime parfois notre incertitude envers certaines choses qu'on dit à nos patients. Mais il y a tellement de gens qui savent exactement ce qu'est la vérité, supposément. Alors, les fameux fake news, l'influence des médias, des pairs, des réseaux sociaux particulièrement, font que très souvent, le message est dilué ou en fait est antagonisé par des gens qui ne connaissent pas vraiment le sujet ou qui pensent le connaître. Alors, il est très important d'essayer de contrecarrer la désinformation souvent que nos patients auront de différentes sources. Alors, encore une fois, c'est pas facile de nager en zone d'incertitude, mais il faut quand même essayer de donner du mieux qu'on peut quelles sont les données qu'on pense qui sont les plus solides et quelle est la vérité, en fait, à propos de la maladie et de l'efficacité des traitements. Un des problèmes qu'on a aussi en décision partagée, c'est que ceux qui sont le plus affectés sont les personnes âgées. Et très souvent, ce sont des gens, par exemple, ce qu'on appelle, nous, ici, en CHSLD ou en EHPAD en France, ce sont des gens souvent qui ont un certain problème cognitif, parfois avec l'âge, un délirium, parfois une démence. Et c'est très important à ce moment-là d'avoir un contact très proche avec la famille, bien sûr, étant donné que le patient souvent ne pourra pas prendre la décision lui-même pour certains traitements ou pour une ventilation mécanique. Bon, encore une fois, il y a toute la question qui est en débat présentement au Québec. Est-ce qu'une personne très âgée qui a fait sa vie, bon, qui est en fin de course en quelque sorte et pour laquelle il resterait peut-être
pas plus qu'1 an à vivre ou 2? Est-ce qu'elle prend la place d'un patient plus jeune pour lequel les soins n'ont pas pu être donnés, ou est-ce que ça prend la place aux soins intensifs? Alors, il y a toute une série de considérations extrêmement importantes à discuter avec le patient s'il est en état de prendre des décisions, ou avec sa famille. Prochaine diapositive. Autre problème que nous avons, c'est que souvent, on doit prendre la décision partagée en mode virtuel, parce que les gens ne sont pas autorisés d'aller dans les hôpitaux. On ne peut pas accueillir une famille au complet puis de faire une réunion de famille pour discuter ensemble dans une petite salle. Qu'est-ce qu'on fait avec le grand-parent ou le parent? Donc, il y a un très intéressant article de Abrams qui est paru là-dessus et qui disait, bon, écoutez, c'est peut-être un problème. Quand on regarde le panel de droit, là, on sait que, bon, c'est pas évident parfois d'être sur un ordinateur pour prendre une décision. C'est sûr que, bon, il y a toujours la crainte que si la personne vient à l'hôpital pour discuter, il y aura une contagion. Encore une fois, c'est pas facile d'appliquer nos outils d'aide à la décision de cette façon-là parfois. Et encore une fois, conflit de temps. Parfois, les personnels soignants sont tellement occupés à prendre soin des patients qu'il y a un petit peu moins de temps pour les discussions de famille, mais quand même, c'est important de le faire. Et dans les opportunités, on dit effectivement, comme à gauche, que c'est quand même important d'appliquer la décision partagée. Dans la majorité des cas, c'est possible. Il faut quand même prendre le temps de le faire. Ça crée des opportunités. Ça crée justement la chance de peut-être appliquer de nouvelles méthodes pour la décision partagée. Prochaine diapositive. Prochaine. Alors, bien sûr, quand on parle de décision partagée, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas à discuter. Je pense que si on regarde les mesures de protection générales, ben, c'est dommage, mais je veux dire, c'est pas discutable. Je veux dire, il y en a qui le discutent. Est-ce que c'est si nécessaire de mettre un masque? Est-ce que c'est nécessaire de se tenir à 1 mètre ou 2 mètres de distance? Eh bien, je pense que toutes les évidences, vraiment, sont fortement en faveur de respecter ces mesures générales. Hygiène des mains, hygiène respiratoire. Alors, malheureusement, c'est un fait. En fait, je crois qu'actuellement, c'est indéniable qu'il est impératif d'appliquer ces mesures. Prochaine diapositive. Pour également la prévention de la COVID, particulièrement chez les patients qui ont déjà des atteintes respiratoires ou cardiaques, des maladies chroniques, les personnes âgées, ceux qui sont diabétiques, l'obésité qui est un gros facteur, comme on dirait, d'atteinte parfois, d'autres maladies chroniques. Alors, c'est important de considérer ces comorbidités dans les recommandations que nous faisons, et en particulier pour la vaccination, parce qu'actuellement, bien sûr, dans tous les pays dont je suis au courant, en fait, on vaccine surtout les personnes âgées, mais bien sûr, quand on regarde parfois même des patients jeunes avec des comorbidités importantes, on sait qu'ils sont plus à risque théoriquement de développer des problèmes. Alors encore là, la décision de recommandation, certaines recommandations, est-ce qu'on doit retirer le patient du travail, est-ce qu'on doit le confiner de façon plus importante personnellement, ce sont toutes des choses à considérer. Prochaine diapositive. Bon, comorbidité, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, je n'y reviendrai pas, c'est à peu près la même chose. Donc, les principales pathologies. Prochaine diapositive. Une chose qui est importante aussi, c'est que pour les maladies respiratoires, on s'est rendu compte que si la maladie était sévère ou instable, la personne était plus à risque de faire une COVID sévère. Alors, il y a ici un point de décision très important, c'est-à-dire que si on regarde, par exemple, les asthmatiques sur le tableau de droite, le risque accru de COVID et de COVID sévère est beaucoup plus important, par exemple, pour faire un exemple classique, dans l'asthme mal maîtrisé, c'est-à-dire donc une maladie plus instable, souvent associée à une mauvaise adhésion au traitement. Alors, on sait que la mortalité et morbidité est beaucoup plus importante dans cette maladie instable et mal contrôlée que si la maladie est quand même beaucoup mieux contrôlée, même si elle est relativement sévère. Prochaine diapositive. En fait, c'est le tableau qui va apparaître sur la diapositive. C'est peut-être un argument de plus lorsqu'on utilise un outil d'aide à la décision, par exemple, pour prendre une médication comme un corticostéroïde en inhalation pour l'asthme. Donc, Myriam Gagné, une de nos étudiantes, qui maintenant est en postdoctorat à Toronto, a fait des outils fantastiques pour justement aider les asthmatiques. Est-ce que je dois prendre mon médicament? Comment je dois le prendre? Est-ce que je dois être adhérent et tout ça? Alors, je pense que maintenant, on a un autre argument pour l'adhésion à ce traitement anti-inflammatoire si important pour maîtriser l'asthme, étant donné que, encore une fois, un asthme maîtrisé a beaucoup moins de chances d'avoir une COVID sévère. Donc, c'est un autre argument qu'il faut utiliser. Prochaine diapositive. Prochaine. Pour ce qui est des traitements,
encore ici, beaucoup de zones d'incertitude quand on discute avec les patients du pour et du contre de certains traitements. Encore une fois, ils ont lu dans le journal ou entendu dans les médias, tel traitement est fantastique. Écoutez, encore une fois, il faut essayer de voir les données probantes qui sont disponibles et les principaux thèmes sont bien sûr, est-ce qu'on doit hospitaliser, est-ce qu'on doit commencer une oxygénothérapie, est-ce qu'on doit disons, inviter le patient à aller aux soins intensifs, et être intubé ou ventilé mécaniquement, etc. On sait que toutes les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que la vaccination doit être prioritaire? Et bien sûr, il faut baser notre discussion sur l'âge du patient, les comorbidités et les ressources disponibles, avec autant le patient, les personnels soignants que la famille. Écoutez, je discute parfois avec des collègues et parfois il y a des mésententes. J'ai encore des collègues qui croient beaucoup à l'hydroxychloroquine comme traitement préventif ou thérapeutique de la COVID, alors qu'on sait maintenant que c'est non efficace. Il y a plusieurs études qui concluent. Et ça, il y a à peu près une étude par semaine dans le New England Journal of Medicine qui nous dit justement, qui nous rapporte sur les effets des médicaments. Donc, il y a des médicaments comme la chloroquine, l'hydroxychloroquine, on sait maintenant que ça ne vaut pas la peine. Il peut y avoir des effets secondaires. La colchicine, actuellement, on pense que ça pourrait être utile et les analyses sont à compléter. L'opinavir, des antiviraux, malheureusement, n'ont pas été aussi efficaces qu'on le pensait. Même le Remdesivir, on pensait que c'était vraiment super, mais on voit que les effets sont quand même assez faibles. On croyait beaucoup au plasma convalescence, mais encore une fois, des données viennent tout juste la semaine dernière de dire que finalement, ce n'est pas très bon. Les données sont très variables. Il y a à peu près seulement la dexaméthasone qui est prouvée comme étant vraiment utile, mais dans les formes graves. Et bon, pour les anticoagulants, encore une fois, il faut discuter avec le patient les risques de saignement. Alors, vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Et le problème, c'est qu'on a pu discuter la semaine dernière avec un certain plaidoyer pour un traitement, et la semaine d'après, ce n'est plus bon. Une étude vient de dire que le traitement, finalement, ça ne donne rien, on doit le cesser tout de suite. Alors, ça amène des éléments de complexité, finalement, à notre discussion avec les patients et les familles. Et on ne parlera pas des nouveaux médicaments qui sont en essai clinique. Il y aura encore plus de données qui vont paraître dans les prochains mois. Prochaine diapositive. Donc, encore une fois, il faut que les patients aient des informations réalistes. C'est-à-dire, écoutez, là, d'après ce qu'on connaît, ça semble fonctionner, mais écoutez, on n'a pas la vérité encore, il y a encore des études à venir, il faut se tenir à jour et ça peut changer régulièrement. Et quand on fait des recommandations, nous, souvent dans les sociétés savantes ou encore les groupes comme le GENA, on modifie fréquemment nos recommandations parce que ça change tellement l'information qui est disponible. Il faut parfois qu'on module ces choses-là. Il faut quand même considérer également dans nos décisions que l'assistance respiratoire avancée, par exemple, ou en présence d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, encore là, tout dépendant de l'âge du patient, la morbidité et la mortalité est extrêmement élevée. Donc, il faut vraiment être réaliste avec le patient et lui dire, écoutez, vous savez, à votre âge, avec votre condition, si on vous intube, si on vous met sur respirateur, vous avez parfois, on peut dire, seulement une chance sur 2 ou une chance sur 10, dépendant du patient, de vous en sortir et avec des séquelles parfois importantes. Donc, ça devient extrêmement complexe. Prochaine diapositive et l'autre. Donc, la vaccination. Alors, j'avais présenté dernièrement là-dessus et on sait que c'est une merveille de voir qu'au moins les vaccins contre la COVID fonctionnent de façon incroyable. Si on compare avec l'influenza qui parfois n'est efficace qu'à 50%, au moins, les vaccins qu'on a présentement sont efficaces à plus de 90% en général, ce qui est fantastique. Mais encore là, il y a beaucoup de réticence parfois des patients de recevoir cette médication. On sait que l'efficacité commence seulement après au moins 14-15 jours de post-injection. Il faut faire attention entre-temps. Et souvent, même les gens disent « Ah, une fois que je vais être vacciné, pas de précaution, je peux faire ce que je veux. » Alors, au contraire, actuellement, on ne sait pas si quelqu'un qui est vacciné peut transmettre le virus encore, même s'il est vacciné. Alors, il y a des données à avoir de ce côté-là qui vont moduler ce qu'on dit aux patients et ses attentes. Prochaine diapositive. Donc, pour la vaccination, j'avais présenté cette diapositive de ma collègue Kim Lavoie de Montréal récemment en disant que ça varie, en fait, l'acceptation du vaccin selon les pays. Au Brésil, il y a beaucoup d'acceptation, en Chine aussi. D'autres pays en ont un peu moins, mais ça varie selon un peu l'information, la culture, bien des facteurs. Mais les principaux, prochaines diapositives, sont bien sûr la perception du patient
d'effets secondaires potentiels. Actuellement, on est vraiment très rassuré là-dessus parce que les effets secondaires, il n'y en a pratiquement pas, c'est très rare. Et les vaccins semblent très sécuritaires. Mais encore une fois, il y a toujours le doute. Hein. Puis on sait qu'avec les vaccins, c'est de longue date qu'il y a eu des doutes là-dessus. Mais encore une fois, il faut toucher à ces points qui vont influencer le comportement du patient. Prochaine diapositive. J'avais mentionné qu'on doit renseigner le patient, on doit le motiver autant que possible, il y a des facteurs de confiance et d'opportunité, bien sûr, l'accès, le coût, la commodité, etc. Donc, c'est tous des facteurs qui vont influencer la décision du patient de recevoir le vaccin et d'accepter de le recevoir. Prochaine diapositive. Dr. Légaré m'a fait part, et j'ai trouvé ça formidable, d'un site Internet de la Haute Autorité de santé de France qui a vraiment un texte formidable pour les patients à propos des vaccins. Alors, prochaine diapositive. Dans ce document, vous retrouvez, c'est un outil, en fait, d'aide à la décision pour la vaccination. Alors, on explique un peu quels seront les résultats des vaccins, quelles seront justement les conséquences de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Vraiment, ce sont des outils fantastiques dans la période que nous vivons pour vraiment guider nos patients vers des renseignements qui sont valables, qui sont basés sur la science et non pas des oui-dire. Alors, il faut utiliser ces outils. Prochaine diapositive. Quelques réflexions et je termine là-dessus. Écoutez, on est dans une situation qui n'a jamais été expérimentée pour nous, les personnels soignants et même la population. Donc, écoutez, les gens disent toujours, j'ai l'impression que je vis dans une dystopie. Est-ce que je vais me réveiller un jour? Le personnel soignant est inondé de cas de travail jour et nuit pour essayer d'aider les gens à s'en sortir. À travers tout ça, il y a des progrès encourageants, il y a beaucoup d'espoir et Dieu merci, il y a des espoirs vraiment tangibles avec ces vaccins, avec ces nouveaux traitements. Il y a des craintes avec les formes mutantes du virus. Alors, on vit dans une période d'incertitude, dans une période où ça change tellement vite. À tous les jours, il y a des nouveautés. Alors, c'est une situation vraiment incroyable. Et à ce moment-là, des outils de décision partagés, théoriquement, devraient être adaptés presque parfois tous les jours ou toutes les semaines, ou en tout cas très rapidement, du moins, parce que souvent, les données vont changer. Alors, c'est une situation absolument unique. Prochaine diapositive. Il faut aussi informer le public et les malades, bien sûr, lorsqu'on prend la décision, non seulement sur les effets aigus de la maladie, mais on se rend de plus en plus compte qu'il y a des effets à long terme de l'infection à COVID, tant physique que psychique. Et je voyais dans le Journal de Québec ce matin, justement, qu'on cherchait à développer de nombreuses cliniques de suivi post-COVID pour les patients qui présentent énormément de séquelles à long terme de cette fameuse COVID. Alors, c'est un problème majeur parce qu'encore une fois, ça peut nous influencer, bien sûr, lorsqu'on traite un patient ou qu'on essaie de prévenir la maladie chez certains groupes de patients, de leur dire, écoutez, ce n'est pas seulement que vous n'allez peut-être pas être intubé, aller aux soins intensifs, et même si vous êtes jeune, peut-être que vous n'irez pas aux soins intensifs. Regardez, les conséquences à long terme sont là également. Donc, ça doit peser également dans nos décisions. Bref, la prochaine diapositive, je crois que c'est deux seulement. Alors, bien sûr, pour les cliniciens, il y a des sources d'informations extrêmement valables. Le site de l'Organisation mondiale de la santé est quand même mis à jour très régulièrement. Il y a de très nombreuses sociétés savantes, autant partout à travers le monde, qui rapidement modulent leurs recommandations. Ici au Québec et au Canada, la Société canadienne de toxicologie a de nombreux documents là-dessus. En France, vous en avez beaucoup. Et il faut également, souvent dans les médias, il y a des journalistes qui sont reconnus comme étant vraiment excellents, qui basent leurs commentaires sur la science. Il faut se méfier de ceux qu'on pense qui sont un peu biaisés ou qui ont tendance à ne pas se fier à l'évidence. Alors, il y a tout un travail, bien sûr, d'évaluation. Il faut être critique envers l'information qu'on reçoit. Il faut surtout aller dans des sources fiables pour aider ensuite nos patients à prendre leurs décisions. Prochaine diapositive. C'est la dernière, docteur. C'était la dernière, d'accord. Alors, en conclusion, je pense que la décision partagée est extrêmement importante dans cette période de COVID, autant pour cette maladie que pour les maladies chroniques et les autres maladies. Il y a de nombreux défis à relever par les professionnels de la santé. Mais encore une fois, je crois que la situation actuelle peut nous aider à développer de nouvelles techniques, de nouveaux modes de communication, de nouveaux outils de décision partagée qui vont certainement être utiles pour le futur s'il arrive d'autres situations semblables. Alors, merci beaucoup de votre attention.
Merci pour cette excellente présentation, Dr. Boulet, très structurée et très informative. Pour notre dernière présentation, pour notre dernier segment ce matin, j'aimerais introduire la professeure Joyce Dogba, aussi de l'Université Laval. Donc, je le répète, nous avions l'Université Laval à l'honneur ce matin. Qui est professeur Dogba. Professeur Dogba est médecin de formation. Elle a obtenu son diplôme au Togo. Elle est aussi diplômée en économie de la santé. Elle détient un doctorat en santé publique, je crois, de l'Université de Montréal. Elle est professeure au département de médecine de famille et médecine d'urgence, comme je le disais, à la faculté de médecine chez nous. Et son programme de recherche englobe l'évaluation des pratiques collaboratives en partenariat avec les patients usagers dans la recherche, les soins, la formation des professionnels de la santé. Et ce matin, notre ami va parler de partage des connaissances en contexte de COVID. Quels sont les enjeux liés au partenariat de soins en Afrique? Dr. Dogba, je crois que vous allez passer vous-même votre présentation. Je vous demanderai de la partager et la parole est à vous. Parfait. Est-ce que vous voyez ma présentation, Yves? Yves, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, je la vois, mais elle est en tout petit, là. OK, c'est bon. C'est bon? C'est bon. OK, donc il me fait plaisir de conclure cette causerie avec mes seniors sur le sujet. Donc, comme le disait tantôt Dr. Légaré, donc je vais parler donc de voir si tout ce qu'on a dit est applicable à l'Afrique. OK? Donc, ça va être la réflexion que j'aimerais avoir. Donc, 3 objectifs pour cette présentation. D'abord, c'est de situer cette approche de soins centrés sur la personne dans le contexte de soins africains. Puis quand on dit ça, il y a des gens qui vont commencer à dire, ben, c'est pas un contexte homogène, c'est sûr. Je devrais dire dans les contextes de soins africains. Le deuxième objectif, ce serait d'analyser donc le positionnement ou alors certains positionnements dits méconnus ou remis en question des acteurs des soins centrés sur la personne. Et ensuite, c'est de susciter la réflexion sur à quoi va ressembler cette approche après donc la crise après cette pandémie. Alors, la présentation, donc je me pose 3 questions. Cette approche de soins centrés sur la personne, est-ce qu'elle est connue, pertinente pour mon continent? Comment se positionnent les acteurs de santé par rapport à cette approche? Et enfin, quels sont les changements possibles, envisageables dans le contexte de soins? Alors, je me positionne comment? Dr. Boulet a parlé de conflit d'intérêts. Alors moi, je vais parler en termes de posture. C'est quoi les postures que j'adopte? Alors, j'adopte une posture de insider, donc quelqu'un qui connaît l'Afrique de l'intérieur. On le voit à la couleur de ma peau. J'y ai vécu, j'y ai été formée comme médecin. Alors, ça me donne une capacité de comprendre ce qui se passe là-bas. Mais j'adopte aussi cette posture de outsider, quelqu'un qui est sorti et donc qui a vu des choses de l'extérieur. Donc, ni pomme ni orange, mais un mixte des deux. Et cette posture, je l'adopte aussi en essayant, dans la mesure du possible, d'avoir cette posture neutre dans la science, là, équilibrée, mais je ne peux m'empêcher d'avoir parfois une posture militante parce qu'il n'y a que des fois le militantisme qui permet de changer les choses. Alors oui, je le déclare, là, c'est avec cette posture-là que je présente ça. La première question à laquelle je voudrais répondre ou qu'on réponde ensemble, c'est la prise de décision partagée, les soins centrés sur la personne, puis j'en ai parlé dans une conférence antérieure sur cette même plateforme. Est-ce que c'est un nouveau paradigme pour le continent africain, pour l'Afrique en général, ou les pays en développement, pour englober? Alors, mon mentor, France, a parlé tantôt il y a l'historique derrière, hein. C'est pas aussi vieux ou pas aussi récent que ça, sauf que cette historique a été faite dans les pays en développement et même là, on n'est pas tout à fait d'accord sur quand ça a commencé.
En sciences sociales, ils vont dire c'est notre façon de faire depuis toujours. On ne va jamais imposer nos points de vue. Tout se fait toujours en discussion et en collaboration. On a vu dans les années 2010 apparaître donc cet engouement, cette passion pour l'engagement des patients, la prise de décision, et on situe à peu près à ces années-là le fait que l'intérêt de plusieurs acteurs a été tellement porté sur le sujet. Alors moi, la question c'est, est-ce qu'en Afrique, c'est aussi récent que ça? Et donc, ce texte dont a parlé Dr Légaré vient dire, oui, probablement, c'est un texte qui a été écrit par une étudiante, justement, que je co-dirige avec elle. Donc, ce texte qui dit la prise de décision partagée, un endroit oublié où le parent pauvre, en Afrique va dire, oui, parce qu'on a cherché dans la littérature et on a vu que, il y a quand même beaucoup de données qui manquent. Mais je dirais que si on s'arrête seulement à ce qui est écrit dans une société où la tradition est d'abord orale, peut-être qu'on manque tout un bout, tout un pan de savoir. Et à ça, on va dire, il y a des partisans de l'autre théorie qui vont dire, non, la prise de décision partagée, l'engagement des patients, c'est juste du recyclage paradigmatique en Afrique. Alors, je crois qu'il y a une position mitoyenne à avoir. Pourquoi ils disent ça? Ils disent quand même que l'Afrique, le berceau de l'humanité, comment ça se pourrait qu'on n'ait pas pensé? Là où le dialogue, là où on parle de l'arbre à palabre, comment ça se pourrait qu'on n'y ait pas pensé avant? Il y en a qui vont dire, en fait, on y a toujours pensé, mais le grand coupable ou la grande coupable, c'est la médecine moderne, puisqu'elle est venue imposer la façon de faire, la façon de dissocier l'âme, l'esprit du corps et de soigner le corps en ayant oublié l'âme. Il y en a qui vont dire, non, c'est la conséquence de la colonisation avec la dévalorisation des savoirs qui s'en est suivi. C'est normal qu'on ne retrouve pas nos repères. Puis, moi, ma position, elle est plutôt, dans le fond, il y a certaines composantes qui sont développées. Par exemple, la prise en compte des valeurs dans le soin, c'est ancré dans nos pratiques, mais il y en a la façon systématique de l'approcher qui le sont peut-être moins. Et donc, est-ce que c'est un nouveau paradigme? Je réponds oui et non. Il y a du recyclage qui a été fait, mais il y a aussi du nouveau. Ça, c'est ma position personnelle. Puis là, maintenant, je vais poser la question ou alors rapporter certains positionnements qui sont moins bien connus au niveau des acteurs. Alors, il est couramment admis que les décideurs dans ces pays sont ou seront convaincus du bien fondé de cette approche des soins santé sur la personne parce qu'on le sait très bien, c'est des approches qui valorisent les savoirs expérientiels. On en a parlé dans la conférence que j'ai faite avec Anne-Marie Antchoué il y a 2 ou 3 ans sur cette même plateforme. On va dire que les décideurs, ils doivent être convaincus parce que la prise de décision partagée, l'engagement des patients, c'est un moyen de reddition de comptes sur l'utilisation de fonds publics et que ça améliore la qualité des soins. Mais en réalité, il y a des écrits ou des discussions informelles qui nous font savoir que parfois, il n'y a pas autant de conviction que ça, mais peut-être que ces façons de faire deviennent une conditionnalité à l'aide extérieure. Et donc, ça va être adopté par défaut, un peu comme si on tordait le bras pour que ça passe. Et que parfois, c'est un effet mode. Donc, dans les années où moi, j'étais encore clinicienne dans mon pays, il y avait la mode, l'OMS dit que là, c'est les programmes verticaux. Après, c'est les programmes intégrés. Donc, je crois que c'est important d'avoir cette lecture, ce recul en approchant un décideur parce que son adhésion à ce genre de choses n'est pas toujours sur la valeur scientifique ou les preuves scientifiques de son efficacité. Parfois, la décision sur un terrain politique, c'est une question de jeu et d'intérêt et on le voit de plus en plus dans la littérature. Au niveau des professionnels de santé, il va être couramment admis que, étant donné que les professionnels actuels et futurs des pays africains ont été formés avec la perspective presque exclusivement biomédicale, compte tenu de cet héritage colonial dont je viens de parler et à cause de la dépendance des financements extérieurs, on va dire que c'est normal que ces personnes soient peu ouvertes donc, à toute cette approche. Mais en réalité, il y a des études qui montrent que
Non, il y a des chercheurs qui s'intéressent et on voit que non, ce qu'on prévoit n'est pas toujours ce qu'on voit. Par exemple, cette étude qui a été faite au Mali a vu une nette différence entre le comportement des étudiants en médecine, à peu près 500. Donc, ils ont fait un suivi dans le temps des attitudes avec un outil très validé, des attitudes des étudiants en médecine par rapport aux soins centrés sur la personne au fur et à mesure que ces étudiants évoluent dans leur formation. Et contrairement à ce qu'on rapporte dans certains pays occidentaux, notamment aux États-Unis, où plus les étudiants sont formés, moins ils sont enclins à mettre en pratique cette prise de décision partagée. Encore faut-il savoir pourquoi. On a remarqué une attitude contraire dans certains pays africains. C'est une seule étude. Donc, encore une fois, il y a de la place pour de l'amélioration et pour aller documenter ça. Mais il y a quand même de la recherche qui commence à se faire sur le sujet. Et enfin, il est couramment admis que les professionnels donc, comme je le dis, ils ont cette perspective, mais nous avons fait une étude que mon étudiante a publiée d'ailleurs au Burkina Faso l'année passée. Et cette étude est allée sonder, donc c'est dans le cas de la mortalité, de la santé maternelle et infantile. Cette étude est allée chercher le son de cloche des professionnels. Et alors, à notre grande surprise, les professionnels ont bien identifié toutes les composantes qui ont été formalisées de la prise de décision partagée, des soins centrés sur la personne, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont bien nommé des défis systématiques à la mise en œuvre, et ces défis, et c'est eux qui le nomment. Il s'agit donc de la violence, de l'ambiance généralisée ou de la tolérance de la violence envers certaines parturientes, par exemple, qui se dit, ben, dans le fond, et ça je cite un verbatim, qui dans le fond, lorsque je gifle une femme, ce n'est pas parce que c'est pour son bien dans le fond. Donc, ils vont nous dire, en fait, c'est ce système, c'est ce mode de fonctionnement qui nous empêche de changer. Donc, ce n'est pas qu'on ne sait pas tout ce que vous dites. Alors, je crois que c'est important de le ramener. Et ils vont nous dire, ben, lorsque vous parlez de prise de décision partagée ou d'engagement, vous êtes toujours en train de parler de l'individu. Comme l'a dit tantôt professeur Boulet, quand vous en parlez, chez nous, la décision, elle n'est jamais individuelle. C'est une décision ensemble. Donc, même quand vous parlez de santé maternelle et qu'on ne voit pas les hommes, ben, ça remet en question ce que vous pensez de l'individu et du rôle de la société. Ils vont parler en fait, on a besoin de formation et Dr Légaré vient de le dire. Il faut toujours que ce soit accompagné de formation afin de savoir bien le mettre en œuvre. Et ils vont aussi ils nous ont parlé du moins de ce qui manque, de la collaboration avec la médecine traditionnelle, ce qui fait que toutes nos approches parfois sont un peu trop, sont difficiles à implanter dans le milieu. Alors, qu'en est-il donc des usagers, des usagères et des communautés? Il est couramment admis que c'est des personnes qui sont immatures dans les pays en développement et pas assez convaincus du bien fondé des soins centrés sur la personne. Mais dans la réalité, ça fait très longtemps que plusieurs études, je me rappelle quand je faisais mon doctorat en santé publique à l'Université de Montréal, des études qui disent que lorsque les personnes ont le choix, y compris les femmes, dont l'état ou la situation de dépendance parfois ou de vulnérabilité peut laisser croire qu'elles sont très inactives, ben non, on dit ben depuis donc, en tout cas, les études rapportent que c'est des gens, lorsqu'elles peuvent faire le choix, elles le font. Et d'ailleurs, quand on est allé au Burkina l'année passée, on a fait cette étude et on a rapporté, et là je vais vous passer ce que disent certaines usagères. Je ne vais pas me faire leur porte-parole, mais je vais vous faire entendre ce qu'elles disent. Écoutez plutôt. Bonjour, nous allons vous présenter des témoignages de patientes sur la prise de décision partagée. Nous n'avons pas le droit de décider. C'est la sage-femme qui décide à notre place. Elle dit que c'est pour notre bien. Quand on nous prescrit un médicament que nous n'aimons pas, nous n'avons pas le droit de changer. Nous allons à l'hôpital pour parler et discuter de notre état de santé avec les professionnels. Nous aimerions débattre sur notre aptitude à choisir notre médicament. La sage-femme ne nous pose pas de questions et elle ne nous permet pas de poser des questions. La dernière fois, j'ai pris un comprimé et j'ai beaucoup saigné.
Alors, c'est juste, je vais m'arrêter sur ça en vous disant, je ne voulais pas mettre les mots dans la bouche des usagères. C'est vrai que cette étude a été faite avec des femmes, mais quand on sait tout ce qui concerne les préjugés sur leur état de vulnérabilité, la troisième femme, elle dit, nous allons à l'hôpital, nous aimerions débattre. Elle a parlé de débattre. Donc, je crois que ça vient remettre, ça vient battre en brèche tout ce qu'on disait, que ben non, c'est des gens qui sont toujours en attente que quelqu'un décide de. Je suis désolée, je pense que ça change. Et mon dernier point, c'est la dernière conférence que j'avais faite, c'est un peu comme de réfléchir ensemble, réfléchir de nouveau ensemble, à quoi vont ressembler des soins centrés sur la personne en post-Covid, surtout dans nos milieux. Alors, je me suis demandé si c'est une question légitime. Bien évidemment, Angela Coulter, dont a parlé Dr. Légaré, s'est posé la question. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas poser la question aux scientifiques. Ben, je suis allée rencontrer Madame Covid et je lui ai posé la question. Et je me suis dit ben, qu'on peut se permettre de donner une médaille à la COVID parce que je crois que les soins post-Covid, avec la réflexion qu'on aura eue, ça va nous faire comme centrer les soins un peu plus sur le bien-être, un peu plus au-delà de cette approche très, très, très fermée de corps malade. Ça va nous faire penser à l'impact de nos actions sur les générations futures et ça va nous faire penser à la nécessité de travailler ensemble parce que là, on se rend compte que ben, en mettant les masques, eh bien, les enfants, les jeunes enfants, ils ont du mal à lire sur la bouche et donc ça va impacter leur apprentissage. Donc, ça va nous faire réfléchir et pour ça, je crois qu'on peut donner une palme d'or à la COVID pour nous avoir réveillés enfin, si on en avait besoin. Et puis, je lui ai aussi dit bravo parce que je crois que là, maintenant, c'est indiscutable que les valeurs et les croyances doivent être prises en compte dans les soins qu'on donne. Parce que devant moi, j'ai peut-être un complotiste ou un anti-vaccin. Devant moi, j'ai une madame dont la valeur, dont les valeurs ou les croyances dans la vie ne sont pas les mêmes qu'un autre. Alors, on ne peut pas ne pas les prendre en compte. Par contre, je décernais ou je suis triste de voir que la COVID a révélé encore une fois des failles dans notre système. Le fait que notre système soit très, très, très hospitalo-centré. On a oublié les EHPAD, on a oublié les CHSLD. Tout se passait à l'hôpital et devait se passer à l'hôpital. Et COVID, tu nous as encore dit, ben, il faudrait peut-être changer. Et ma surprise ou mon étonnement ou mes questionnements, que vont devenir? Professeur Boulet disait tantôt, il y a des choses qui ne sont pas à discuter et j'en conviens. Il n'est pas question de discuter de est-ce qu'il faut se protéger ou pas, mais la question que nous devons nous poser, c'est si les masques devaient être là pour longtemps. Alors que dans mon cours d'accueil et communication, on me dit que le sourire est important. Comment contourner donc l'exigence, le fait de ne pas discuter d'une mesure et comment est-ce qu'on peut faire pour quand même communiquer, pour quand même accueillir, sachant que ça fait partie du rétablissement de la personne. Et cette question de genre, où la COVID a ouvert nos yeux pour qu'on regarde que, oh, ces femmes, pauvres, elles sont encore, en fait, j'exagère un peu, mais à peine, parce qu'on va se réveiller et puis elles sont encore les victimes du système. Dans le domaine où je suis, les hommes publient encore plus qu'eux, parce que ben, moi, après cette présentation, je dois aller m'occuper de mon mari et de mes enfants. J'exagère en peine, mais je crois que Yves et Étienne savent que j'aime bien exagérer pour provoquer et pour nous faire réfléchir. Alors, les soins post-Covid, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je crois qu'on ne peut pas nier le fait que l'espace de soins va être profondément transformé et que cette asymétrie d'information qui était très, très, très grande, j'ai l'impression que est tend à s'amenuiser. Et d'ailleurs, sur ma diapo, j'illustre le fait que la plupart peut-être des patients ou des patientes qu'on va avoir vont avoir déjà posé la question à Dr. Google, vont avoir entendu parler justement de cette fameuse, de ces médicaments, de la théorie du complot et tout. Ils vont avoir entendu. Et là, je vais l'illustrer par un cas personnel. J'aime bien ça. Alors là, j'ai mis un extrait donc d'un échange WhatsApp que j'ai eu avec mon petit frère, même père, même mère qui vit au Togo.
Et cet échange date avant-hier, où il m'a écrit et je vous lis, il dit, pour vous montrer que ce n'est pas des histoires racontées, il m'avait appelé, je m'étais déplacée, il me dit, j'ai encore d'autres questions. Je dis oui. Il dit, à propos de la colchicine, puis donc je lui ai dit oui, c'est un chercheur montréalais qui l'a découvert et tout. Et puis il m'a rappelé, est-ce que tu es occupé? Puis on s'est parlé pendant 1 heure. Alors, pourquoi je prends un cas personnel? C'est juste pour vous dire que je pense qu'on va voir de plus en plus des patients, des patientes qui cherchent l'information. Mais comme le disait Dr Boulet, c'est de pouvoir diriger ces personnes vers des sources d'informations fiables. Mais je crois que le médecin d'aujourd'hui ou de demain ne devrait pas, comme je l'ai vu quand j'étais au Burkina, ils disent, mais non, ces patients intellectuels là, ça vient nous casser les pieds. Mais non, je crois que c'est l'attitude plus de dire qu'il y aura peut-être une inversion des rapports de force. Comment est-ce qu'on peut être équipé pour accompagner plus qu'autre chose? Et enfin, je pense que j'avais aussi décerné une médaille, une médaille donc à la COVID parce que enfin, on prend en compte le bien-être des professionnels, la notion d'équipe, la notion de peut-être d'intégrer d'autres médecines dans les soins est encore venue donc nous le rappeler. La COVID est encore venue nous le rappeler. Et en conclusion, pour terminer, ce que je disais, c'est que j'espère que les fondements, que les racines de l'approche centrée sur la personne, des soins centrés sur la personne, seront assez robustes afin de résister, comme cette image de roche qui résiste, et qu'après cette tempête, si elle ne l'était pas, eh bien, on va se retrouver avec une absence de fondement et on sera obligé de tout construire. Alors, j'espère avoir situé donc les soins centrés sur la personne dans les contextes de soins africains. J'espère vous avoir présenté certains positionnements méconnus et j'espère surtout susciter la réflexion, sur les soins centrés sur la personne en post-COVID. Je vous remercie. Merci beaucoup aux 3 conférenciers. Et sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à mon collègue et ami, le professeur Étienne Lemarié, qui pourrait, avec les commentaires publiés par les gens qui sont dans la salle, amorcer la discussion. Docteur Lemarié, la parole est à vous. Activez votre micro. Oui. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour ces 3 exposés fort intéressants et complémentaires. Si vous voulez bien, moi j'aimerais poser d'abord une question à France Légaré qui nous a parlé dans la prise de décision du pilier des données probantes, d'une part, de la préférence du patient et ma question concerne, pour moi, il y avait un 3e pilier qui était celui de l'expertise médicale. Alors, on peut parler d'expertise ou on peut parler de compétence, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais habituellement, dans ce trépied, on considère l'expertise. France, j'aimerais que vous m'éclairiez un petit peu sur ce sujet. Merci pour la question parce qu'en fait, vous vous rapprochez en fait même du modèle de David Sackett, dans lequel le jugement. En fait, quand j'ai mentionné les 2 grands piliers, écoutez, ce à quoi j'ai voulu faire référence, c'est que on oublie souvent les valeurs et préférences. David Sackett ne l'oubliait pas vraiment, mais c'est pas ça que les gens ont retenu de lui. OK? D'accord. Et j'aurais en fait même pu mettre un 3e pilier parce que dernièrement, ça a été aussi remis de l'avant, c'est l'aspect relationnel, interpersonnel entre les personnes impliquées, non pas seulement un clinicien, une clinicienne avec un patient ou une patiente. Mais bref, si je reviens à votre question précisément, pour ce qui est du pilier des données probantes, on pourrait comprendre, je le dis là respectueusement, que là-dedans se situe justement l'expertise acquise par des professionnels de la santé, je l'ai mentionné, qui sont très précieuses parce que dans les modèles, quand j'en ai reparlé, j'ai mentionné que les professionnels de la santé, puis là-dedans, il y a aussi des soignants-soignantes qui ne sont pas dans des professions, vont
excusez-moi, à l'école, ils sont formés, éduqués, ils ont des savoirs et des expertises. S'ajoute à ça le jugement clinique, parce qu'après plusieurs années d'exposition, on développe aussi. Et donc, on peut les retrouver là. Je voulais juste faire une petite aparté. Mon premier baccalauréat, c'est l'architecture, et je peux juste vous dire que de mettre en image les choses complexes, on a de la difficulté à le faire. C'est plusieurs dimensions. Je reviens maintenant. Mais on peut aussi mettre les soignants-soignantes dans les valeurs et préférences. OK? Parce que dans des travaux qu'on a faits, dans des très, très anciens travaux que j'ai publiés en 95-98, j'ai travaillé avec un anthropologue de la santé qui était Raymond Massé. Et on avait mis en évidence ce dont Arthur Kleinman, l'anthropologue qui a fait référence au modèle explicatif de la santé, mentionnait. C'est que lorsqu'il y a une rencontre entre un soignant et une soignante avec un usager ou usagère, chacun arrive avec ses modèles représentatifs, explicatifs de la situation. Et donc, même le soignant-soignante a sa propre référence en termes de ce qui est important, qui est soit construite comme humain dans sa famille à lui, sa situation, ou même dans son... J'ai beaucoup aimé la présentation de Joyce qui a été réformée lors d'une formation médicale. Donc, vous avez tout à fait raison. Ça n'exclut pas le jugement, la posture du soignant. D'ailleurs, elle est importante. Quand Joyce a dit tantôt que c'était bon la COVID, ça nous rappelle le bien-être des équipes soignantes. Ben, c'est ce qu'on appelle au sein d'Amérique du Nord présentement les quadruples, les 4 objectifs. S'assurer que le système de santé va avoir des issues de santé pour sa population favorable, des expériences de santé de la population envers le système de santé adéquate ou acceptable, et des expériences des équipes aussi. Fait que je ne suis pas capable de vous le dessiner. J'aimerais vous le dessiner. David Sackett avait 3 bulles. Moi, j'ai juste parlé de 2 piliers pour toujours nous rappeler que le monde des valeurs et des préférences, de ce qui est important, ce qui nous défini comme être humain, est bien au-delà, je m'excuse de le dire, mais complémentaire à ce que la science et la recherche produit. Donc, je vous donne raison et je l'avais comme mis à travers ces 2 piliers-là, mais c'était très basique. Désolée. Si vous permettez, j'aimerais juste faire un commentaire pour rester exactement dans le même créneau que vous venez de développer. À ce moment-là, sur votre image où vous montriez qu'est-ce que c'était que vous aviez à gauche, vous aviez les colonnes médecins, patients, etc. Après ça, vous aviez à droite, à gauche, le segment paternaliste. Vous aviez à l'extrême droite le segment consommateur, j'ai beaucoup aimé. Et au centre, vous aviez la décision partagée. Mais dans la décision partagée, et je pense que vous l'avez dit, et Joyce l'a mentionné, je changerais le médecin par professionnel de santé ou équipe soignante, parce que finalement, c'est une approche intersectorielle, c'est une approche interdisciplinaire, c'est plusieurs spécialistes en santé qui discutent à quelque part. Oui. Donc, puis vous êtes tout à fait, c'est tout à fait légitime. Puis d'ailleurs, en fait, ce tableau-là était tiré dans des textes qu'on appelle fondateurs de Cathy Charles et Amiram Gafni, d'ailleurs un économiste et était-elle anthropologue ou sociologue? Je devrais revoir, parce que ça l'a interpellé peut-être, là, je vais oser le dire prudemment, ça l'a peut-être interpellé un peu plus, excusez-moi de le dire, le monde médical à une certaine époque. Mais vous avez tout à fait raison que par la suite, ça ne peut que s'opérationnaliser dans un contexte, comme vous dites, très pas explosé, mais qui intègre toutes les parties prenantes. Louis-Philippe l'a mentionné, les familles, les proches, les personnes qui décident pour les enfants, les aînés qui ont des atteintes cognitives, mais dans les équipes, nous on a travaillé beaucoup avec les équipes de soins à domicile, même les gens qui font ce qu'on appelle la mise en jour, la mise en nuit, donc des gens qui n'ont pas de formation particulière, mais qui le matin sont dans les habitations des aînés pour mettre une jaquette, passer la débarbouillette, ben, ils sont aussi intégrés dans cette approche-là. Donc, merci de nous le rappeler. Essentiel, oui.
Étienne, est-ce que tu veux continuer? On a des questions dans le public. On peut peut-être en prendre une ou deux. J'en vois une, moi, en ce moment. Juste un tout petit commentaire. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir ce que vient de dire France. Effectivement, pour moi, j'étais resté au modèle de Sackett, tout simplement. Mais peut-être que, effectivement, en considérant deux piliers, ça met peut-être plus en valeur ce qui se passe actuellement avec les fake news, le fait que les données probantes, on les oublie de temps en temps. Enfin bref, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de confusion entre les données scientifiques et l'expertise qui nous fait revenir finalement 40 ans en arrière, tout simplement. Hein. Chez nous, on fait comme ça. Moi, je dis que j'ai des données, elles ne sont pas publiées, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Et tout ça, ce sont des préprints, etc. Il y a une espèce de brouillage entre l'expertise et les données probantes qui, à mon sens, qu'on ne peut pas qualifier simplement de fake news, enfin, ou de données. Il y a un domaine d'incertitude là qui est difficile à débrouiller à l'heure actuelle, je trouve. Oui, mais en fait, vous faites bien là, de rappeler ceci. Puis moi, je veux juste, des fois, c'est quand on avance en âge agréable, comme disait Louis-Philippe, de revoir une certaine histoire. Mais moi, je suis une privilégiée d'avoir fait ce qu'on appelle les camps que faisait David Sackett à son chalet. Alors, quand il a pris sa retraite, il faisait ce qui s'appelait les camps de la truite, les Trout Workshops. Et donc, j'ai pu passer un temps de qualité dans cet environnement-là. Et Dr Sackett, il faut savoir que son épouse était une spécialiste de la recherche qualitative. On ne le dit pas assez souvent, là. Et donc, il avait une grande sensibilité à cet élément, on va dire, à ces approches-là. Il connaissait les outils d'aide à la décision, ça prenait de plus en plus de forme. Mais comme n'importe quoi dans le savoir humain, il y a comme des fois des limites qu'on a dans le temps pour la mettre dans la figure ou la nommer correctement. Et donc, je voulais juste rapporter, puis aussi lui faire honneur, que je crois que s'il avait encore eu 50 ans à vivre, on va dire ça comme ça, il y a quelque chose qui s'amenait tranquillement pas vite, là, puis qui aurait peut-être pris une forme plus forte, mais il l'avait à quelque part dans sa réflexion, c'était là. Yves. Oui, on peut peut-être aller, il y a plusieurs questions dans le public et ça tourne autour un peu de ce que je vais tenter d'imager. Et on le voit ça si on écoute les nouvelles, on le voit si on parcourt un petit peu les réseaux sociaux, même si moi personnellement je ne suis pas un fan de ça. On a l'impression que, comment j'imaginerais? On a l'impression que la santé publique joue au yo-yo avec les gens. C'est-à-dire qu'on fait ci, après ça, demain matin, on dit que c'est peut-être pas aussi bon, après-demain, on revient à mi-chemin, etc. Donc, souvent, la population a l'impression que, et ici, c'est la santé publique parce que c'est elle qui oriente les décisions du politique, on a l'impression qu'elle joue au yo-yo avec nous. Est-ce que cette compréhension-là ne ferait pas partie du processus qui fait en sorte que plusieurs gens allaient chercher un vaccin? Est-ce que les vaccins sont bons? Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Est-ce que demain matin, on va nous dire qu'Aderna, c'était dangereux, etc., etc.? Est-ce que ça fait partie de ce processus-là de l'hésitation à la vaccination, cette espèce d'effet yo-yo? Et je ne sais pas si mon image est bonne, là, je prends celle-là. Louis-Philippe en a parlé un petit peu dans sa présentation. On a l'impression que c'est très chaotique en ce moment, puis on a l'impression que si on ne fait rien, ben, tantôt on va se retrouver KO aussi. Hein? Donc, il faut faire très attention. Louis-Philippe, est-ce que tu voudrais commenter un peu? Ben, écoutez, c'est certain que la situation de la santé publique, ce n'est pas une situation qui est très facile parce qu'ils doivent considérer
les nombreuses études qui apparaissent constamment dans la littérature, les évaluer, savoir comment ça s'applique à notre population. Également, ils doivent considérer d'autres points, comme le comportement humain. Alors souvent, ils ont peur que si on déconfine trop rapidement, ça va partir en peur et là, il va y avoir une troisième vague rapide. Alors, ils essaient de prédire l'avenir. Donc, c'est pas facile de prédire l'avenir parce qu'encore une fois, il y a des inconnus, il y a beaucoup de, bon, les fameux vaccins, pas les vaccins, mais les fameuses variations du virus et tout ça. Alors, écoutez, je pense que oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une vérité absolue. Aujourd'hui, par exemple, on peut pas donner la vérité absolue parce que demain, peut-être que la vérité va changer. En fait, c'est l'essence même de la science qui n'est pas connue ou qui n'est pas comprise ou intégrée peut-être par la population, parce que la science, ça change du jour au lendemain. L'hypothèse de la veille va être infirmée le lendemain. Il faut qu'on réajuste le tir, il faut qu'on revienne en arrière. Alors, ça semble vouloir jouer au yo-yo, mais malheureusement, c'est comme si on dansait et puis qu'il fallait changer le rythme parfois parce que justement, il y a des nouvelles données qui apparaissent, il y a des craintes à propos de certaines éclosions qui peuvent apparaître quelque part. Il faut protéger le système de santé d'un autre côté. Et un des arguments les plus fréquemment avancés, c'est qu'il faut protéger le système de santé pour que, et ça se produit déjà, que des gens qui ont des maladies chroniques ou des maladies sévères ne puissent pas être traités parce que les patients COVID prennent toute la place. Ça devient un très grand débat de société, malheureusement, avec lequel la santé publique doit faire face. Alors, je pense qu'il faut leur pardonner parfois lorsqu'il y a un pas en arrière et deux pas en avant, parce que je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux. Et ils ont ce qu'ils ont, ils ont les données qu'ils ont. Alors, exact. En fait, vous l'avez dit très bien, c'est qu'on construit l'avion, puis l'avion, le problème, c'est qu'il n'est pas en terre dans le garage, il vole. Et donc, il ne faut pas qu'il s'écrase. Il y a une question dans le public et ça vient de Mme Myriam Gagné. Et je vais la lire et je pense qu'elle s'adresse au Dr Légaré. Comment concilier la prise de décision partagée qui, selon ma compréhension de ce que vous présentez, appelle l'individu à prendre la meilleure décision pour soi-même et un certain devoir moral de recevoir un vaccin comme le SARS-CoV-2 dans un contexte de pandémie mondiale? Dr Légaré? Bien, premièrement, je vais saluer Myriam. Je ne sais pas si elle est à Toronto, comme disait Dr Boulay ce matin, ou elle est ici à Québec. Donc, je te salue bien, chaudement. En fait, puis tout le monde, même Joyce, j'aimerais que Joyce se prononce. Elle a fait référence à ça, de la prise de décision, mais qui prend le collectif en considération. Mais il y aurait quelques éléments que je distinguerais. Donc, j'ai bien compris, puis Dr Boulay l'a dit, il y aurait certaines situations, puis c'est toujours la discussion que j'ai eue quand j'ai travaillé soit avec Dr Boulay, avec Myriam, ou justement avec des gens de la santé publique. Je n'ai pas travaillé là, avec la vaccination COVID. C'est est-ce qu'on est dans une situation de sous- ou surutilisation d'une option comme j'ai présenté? Parce que parfois, il faut le savoir, entre autres, il y a des travaux, dont des revues systématiques qui ont démontré qu'une approche d'outils d'aide à la décision pour la vaccination, entre autres chez les enfants, avait tendance à augmenter légèrement la vaccination, mais vous n'aurez pas comme un État policier 100%. Donc, encore là, je veux juste signaler que vous vous situez dans quoi? Deuxièmement, est-ce qu'il y a déjà une réflexion, comme disait Dr Boulay, d'une situation où est-ce qu'on décide comme société, ou on décide sur même les données scientifiques, qu'il n'est pas du tout question qu'on laisse un choix, OK? Il y a quelque chose, pas juste, j'allais dire, un État policier, mais même moral. Quand dans le monde de la décision partagée, la première personne, à ma connaissance, a voulu à un moment donné faire un outil d'aide à la décision pour l'arrêt tabagique, il n'était pas question que personne allait épouser cette idée-là de présenter l'option de cesser de fumer ou pas. Personne ne voulait en entendre parler. Par contre, ils se sont entendus sur ce que Dr Boulay a même ouvert par la suite. OK, on ne laissera pas ça comme point de décision, arrêter de fumer ou pas, mais on va aller sous la cessation tabagique pour ouvrir les options qui sont possibles. Donc, je n'ai pas la réponse à vous dire si on doit obliger les gens à être vaccinés ou pas. Puis j'entends bien l'histoire de dire est-ce qu'on va leur laisser d'avoir un consentement éclairé là-dessus? Si jamais on met des outils là, il va se passer quoi? C'est toutes des bonnes questions. Mais je pense qu'à quelque part, ça nous
ça nous amène à réfléchir aussi comment on est comme société de façon plus globale, mais j'aimerais laisser la parole à Joyce, que je sais que Joyce a fait référence à ça, le bien collectif. Merci France, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis obligée de rester debout pour une rééducation, mais c'est ça. Je pense que France a partagé ce que j'aurais pu dire. Le seul aspect que je voudrais peut-être ramener, c'est à la question de Étienne, parce que quand on parlait de soins centrés sur la personne, les piliers, il y a vraiment le pilier du professionnel en tant que personne. Et nous, justement, dans cet atelier au Burkina, ce qu'on a fait, c'est dans un cas pratico-pratique, que feriez-vous lorsque vos valeurs vont à l'encontre des recommandations de votre accord médical? Donc, on pousse les professionnels aussi à se dire, ben moi aussi j'ai des valeurs et quand je n'y adhère pas, qu'est-ce que je fais? Et là, il y en a qui ont dit, ben si je suis très inconfortable avec, ce que je fais, c'est que ben je délègue à un collègue. Donc, si par exemple, mettons un professionnel lui-même est anti-vaccin, ben j'espère peut-être que ça existe, ben c'est de déléguer, c'est de référer, c'est d'utiliser, mais c'est de ne pas faire la politique de l'autruche et de se cacher. Et ensuite, c'est sûr qu'on est dans une situation tellement délicate où il faut toujours équilibrer entre la dimension psychosociale, la personne, le partage des responsabilités et quel outil on utilise. Et juste pour terminer sur la première question de Yves, quand professeur Boulet répondait, moi, à mon frère, donc je ramène l'histoire de mon frère, parce qu'il m'a posé la question, mais vous nous embrouillez, et puis je lui ai dit, oui, c'est possible, mais la situation dont on doit être conscient, c'est aussi le fait que la science, puis je lui ai cité Thomas Kuhn, je lui ai dit, la science est toujours fait comme ça. Le problème maintenant, c'est que là, le public est là et observe, alors qu'avant, ben, ça se décidait avant et puis on vous le présentait. Puis ça aide quand même à comprendre que, ah, ok, ce n'est pas seulement pour cette situation que vous ne savez pas, mais en général, il y a toujours cette micro-incertitude, même si on se présente avec une macro-certitude pour affirmer des choses, on s'attend lorsque la science normale, selon les termes de Kuhn, est passée. Donc, il y a les révolutions paradigmatiques. Donc, je lui ai dit, c'est comme ça la science. Et ça aide les gens à savoir que, OK, en fait, avant, on ne voyait pas, mais c'est toujours comme ça. Fait que je voulais juste ramener ce point. Merci. Étienne, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Oui, non, mais j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Joyce. On est dans une situation d'incertitude. Et l'incertitude n'aide pas à vivre, c'est sûr. Et on n'a jamais été dans une telle situation d'incertitude. Jusqu'ici, on était dans des situations un peu limitées. On avait un problème, alors que là, c'est un problème de société. Et c'est pour ça que c'est mal vécu. Mais pour revenir à ce que disait Louis-Philippe tout à l'heure, effectivement, l'information est changeante. Étienne Klein, chez nous, dit... c'est parce que tout simplement les gens confondent la science et la recherche. La science, la Terre est ronde, personne ne discute, encore que. La recherche, c'est autre chose. Les données d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et on sait que sur un problème nouveau comme celui de la Covid, la science est changeante de jour en jour. Alors, ça m'amène à un point, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est le problème précisément de l'information. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, au Québec, mais chez nous, on a demandé aux scientifiques de s'exprimer. Parce qu'on a dit, il y a un problème scientifique et c'est le problème de fond, donc écoutons les scientifiques. Le problème, c'est qu'on a tellement écouté les scientifiques qu'on a entendu des tas de choses et des choses contradictoires d'un jour à l'autre. Mais comment se fait-il? Hier, vous nous avez dit ça et aujourd'hui, vous nous dites l'inverse. Mais monsieur Untel a dit ça, etc. Et les gens ne s'y retrouvent pas du tout. Alors, je crois qu'à mon sens, ça tient à un point, c'est que nos scientifiques ne sont pas des communicateurs, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de formation de journalisme. Ce ne sont pas des professionnels de la communication. Et on a actuellement une réflexion, et Yves est bien au courant, en particulier avec des gens comme Jean-François Lemoine, qui est un journaliste, un médecin journaliste connu en France, pour dire c'est un métier de communiquer autour de données
je parle de la communication grand public, là, hein, et non plus la communication à titre individuel, dans une décision partagée. Est-ce que, je voulais vous demander, est-ce que vous vivez la même chose, le même problème au Québec à l'heure actuelle? En fait, je voulais rajouter la notion, vous avez raison, que souvent, un professionnel de la santé, de toute façon, il a étudié de nombreuses années, il est très occupé, donc il n'a pas fait la formation qui aussi est très riche et nécessaire pour bien communiquer. Mais je voudrais quand même amener quelque chose à mon niveau qui est très simple. Quand souvent je présente sur la nature, parce qu'il y a ça aussi, là, il y a la notion, puis quelqu'un l'a mentionné, de c'est quoi une donnée probante, puis c'est quoi une donnée qui suit de la recherche. Il y a une notion probabilistique. Puis on travaille pas beaucoup avec ça là, dans notre quotidien. Là, c'est pas simple d'expliquer ça. Puis pourquoi je le mentionne, c'est que quand je présente, souvent, je vais présenter la météo du jour pour la région. La météo du jour, ça dit que vous avez 20% de probabilité d'averse. Et je demande aux gens, est-ce que vous êtes capable de mettre dans vos mots ce que ça veut dire? OK? Et vous avez toutes sortes de compréhension de cette probabilité-là d'averse. Or, tous les matins, souvent, on va le regarder parce que des fois, on veut faire des activités extérieures, ça va être important de le savoir. Deuxième chose que je voulais vous dire, comment c'est compliqué, puis j'aime bien, là, vous pouvez aller vérifier ça sur Google, Wikipédia, etc. Sachez que les météorologues se sont donné quelque chose comme une consigne. Ils sont interdits de référer à 50% de probabilité d'averse. Le 50% est interdit en météo. Savez-vous pourquoi? Puis c'est presque une blague. C'est parce que c'est comme flipper un 25 cents ou un 10 cents dans les airs. Donc, moi, la blague que je fais, c'est qu'ils se disent, ben regardez, si moi, comme météorologue, je suis aussi bon qu'un 10 cents dans les airs, ben pourquoi qu'on va me payer pour faire ma job? Bon, c'est une petite blague. Mais je crois qu'il y a quelque chose là ici. Et hier, tout à fait par hasard, quand je venais pour vous rencontrer, je voyais passer un travail qui était mis en lumière sur le site Internet du scientifique en chef du Québec, un travail justement de l'Université Laval par le professeur Vincent Richard à la faculté d'éducation, qui fait, lui, des études auprès d'enseignants au secondaire pour voir comment ils enseignent la notion de risque aux étudiants, à des jeunes de 12, 13, 14 ans. Je voulais ramener respectueusement une autre notion. Une notion où on a peut-être renforcé de tout part et tout côté, puis peut-être aussi du côté de certains journalistes qu'on vit dans un monde de certitude. OK? Prenez tel chemin, faites telle chose, ça marche, ça marche pas, pourquoi il n'a pas fait ça? Alors que dans le fond, là, on est en crise où c'est encore plus majeur de prendre connaissance qu'on est dans un monde de probabilités, d'espace, de possibilités. Ça change beaucoup et on n'a pas les outils, là j'ose le dire, cognitifs pour absorber ça. Fait que je crois que oui, les communicateurs, les journalistes ont grands apports à amener ici, mais je pense qu'il faut mieux saisir comment on va aussi outiller la population pour comprendre c'est quoi 20% de probabilité d'averse aujourd'hui. Je voulais l'amener parce que des fois, les journalistes n'ont pas aidé à passer cette notion-là non plus. Je peux ajouter un point, en fait, la divergence d'opinion parfois entre supposément spécialistes ou scientifiques est tout à fait logique et tout à fait normale parce que finalement, chaque personne interprète les données de la littérature selon son expérience, selon sa capacité d'évaluer une méthodologie. Est-ce que l'étude est solide? Est-ce qu'elle est vraiment valable? Est-ce qu'elle est applicable à une population qui est la mienne? Alors, il y a de nombreux aléas qui font qu'une opinion peut être différente d'une autre tout en étant aussi valable. Alors, pour avoir fait de très nombreux guides thérapeutiques dans le passé, on se rend bien compte que l'interprétation de la littérature est différente d'un spécialiste à l'autre et qu'un consensus, qu'un guide thérapeutique n'est simplement qu'une voie mitoyenne, c'est une recommandation qui semble faire l'affaire à peu près de tout le monde. Personne n'est tout à fait satisfait, mais bon, c'est à mi-chemin. Alors, je pense qu'encore une fois, la population ne comprend probablement pas les biais personnels, l'expertise, la capacité d'analyser. Ça peut varier d'une personne à l'autre et ça n'empêche pas que ça peut être aussi valable, c'est différents points de vue. Écoutez, sur ces quelques mots, je pourrais vous annoncer avec une certitude peut-être de 80% que si on ne clôt pas bientôt,
on va se faire clore par le système. Mais écoutez, avant de vous quitter, et puis d'abord, en premier, je remercie Dr. France Légaré de sa gentillesse, de son grand dévouement, Louis-Philippe pour les mêmes raisons, et puis aussi Dr. Dogba. Donc, merci à vous trois. Vous avez été très généreux de votre temps, vous avez communiqué de l'information très précieuse, et je vous en remercie. Mais avant de vous quitter, j'aimerais, en bon publiciste, vous faire quelques annonces pour nos prochaines visioconférences. Le 18 février, nous aurons, c'est plus une conférence d'actualité en pneumologie, Dr. Florence Parent sur les embolies pulmonaires. Dans un autre registre, le 24 février, une collaboration, et ceux qui ont suivi la conférence, vous avez vu derrière le professeur Lemarié l'annonce de ces conférences-là. Donc, on a amorcé un cycle de conférences avec la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Et le 24 février, nous aurons une conférence « Exercice de l'obstétrique en période de COVID-19 ». Et je vais terminer en vous annonçant la prochaine conférence, celle du 11 mars, je m'excuse, le 11 mars. Aussi dans un autre registre, c'est là, on va discuter des revues prédatrices avec 3 spécialistes. Daniel Rodriguez, qui est le président directeur général de la maison Elsevier, Hervé Maisonneuve, qui est un médecin, mais qui a aussi un blog et un spécialiste sur les revues de prédation, et 2 bibliothécaires, Maude Laplante, qui est bibliothécaire à l'Université Laval, et une collègue, May Samana, qui est aussi bibliothécaire, mais à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, au Liban. Donc, écoutez, sur ces quelques mots, 1000 merci à vous trois. Et puis à tous et à chacun, à la prochaine, et j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Merci à tous. Merci, bonne journée, bye.